Bien, mesdames, messieurs, chers amis, je suis très heureux, au nom du Centre Thucydide, d'ouvrir cette nouvelle rencontre de notre cycle de conférences Paroles de diplomates, organisée en coopération avec l'Association française pour les Nations Unies. Alors, vous le savez, depuis bientôt 5 ans, nous proposons régulièrement à une personnalité de revenir sur un sujet fort des relations internationales. Il peut s'agir de mettre l'accent sur une situation de crise, sur la politique extérieure d'une grande puissance, sur les défis actuels d'une organisation internationale ou sur des thématiques centrales du champ. Pour cette 16e édition, nous avons souhaité, avec Alexandra Novoselov et Bernard Millet, revenir sur la situation en Syrie, sur les mutations de ce conflit depuis les slogans anti-régime apparus sur les murs de Deraa en février 2011 à la reconquête d'Idlib par le pouvoir de Bachar al-Assad. Revenir sur les quelques leçons géopolitiques à tirer de cette situation, que ce soit pour la région ou pour, plus largement, le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Puisque la crise syrienne, en effet, elle est multidimensionnelle, elle a fait plusieurs centaines de milliers de victimes et elle s'impose certainement comme un miroir de bien des défaillances actuelles de l'ordre international. Elle illustre les recompositions stratégiques à l'œuvre, l'ascension de régimes autoritaires, le ressac des droits de l'homme ou du droit humanitaire. Ni les institutions internationales, ni les États-Unis ne sont parvenus à réguler, à intervenir efficacement contre les violences observées, à circonscrire la guerre entre le pouvoir et les différents camps rebelles. Et en 2013, on s'en souvient, Washington n'a pas pu ou pas voulu faire respecter sa ligne rouge à la suite de l'utilisation d'armes chimiques par le pouvoir syrien contre sa propre population. Et les États-Unis ont fini par être écartés du règlement de cette crise, sans doute une première dans l'histoire contemporaine du Proche-Orient. Les multiples cycles de négociations politiques, à Genève notamment, n'ont pas non plus offert, faute de leadership, peut-être de solutions. L'OTAN, pour sa part, ici et ailleurs, a manqué de cohésion politique. L'Union européenne, sans doute aveuglée par la question des migrants et des réfugiés. Et donc, dans ces conditions, des puissances étrangères ont commencé à prendre parti, à envoyer de l'argent, des armes, des combattants, et à mesure que le chaos s'aggravait, des organisations djihadistes, avec leurs propres objectifs, comme l'État islamique bien sûr, comme Al-Qaïda également, se sont impliquées. Et dans cette internationalisation du conflit, enfin, la Russie y a vu une opportunité stratégique d'un retour spectaculaire après avoir été quelque peu marginalisée en Ukraine. Et à présent, l'axe Moscou-Damas-Téhéran monte en puissance et gagne de l'influence sur terre comme sur mer autour de la situation en Syrie. Alors, que penser de cette guerre de 10 ans qui aura vu plus de la moitié des 22 millions d'habitants que comptait la Syrie fuir leur foyer? Quels ont été les ressorts de l'opposition au régime du Bachar al-Assad? Comment celui-ci est toutefois parvenu à se maintenir, mettant sans doute en défaut certaines analyses alors en vogue en 2012, en 2013? Quid de cette mutation, de cette guerre civile sans merci à ce conflit internationalisé? Et que dire de la situation actuelle, du recul stratégique de l'Occident et de ses perspectives? Pour discuter de ces points et bien d'autres, nous avons l'honneur et le grand plaisir d'accueillir l'ambassadeur Michel Duclos. Et un mot, si vous le permettez, cher Michel Duclos, sur les trois profils qui sont les vôtres et qui nous intéressent ce soir. Le Michel Duclos diplomate, d'abord, le Michel Duclos chercheur, ensuite, et puis le Michel Duclos essayiste. Alors, en tant que diplomate, vous avez d'abord servi au Centre d'analyse et de prévention du Quai d'Orsay, le CAPS aujourd'hui, et par la suite, entre bien d'autres responsabilités, vous avez été représentant permanent adjoint de la France auprès des Nations Unies de 2002 à 2006, et puis surtout, vous avez poursuivi en tant qu'ambassadeur en Syrie de 2006 à 2009, à une époque où la France a d'abord été en crise forte avec le régime d'Assad à la suite de l'attentat contre Rafik Hariri et de la création du tribunal spécial pour le Liban, avant d'opérer un rapprochement spectaculaire avec Damas sous la présidence Sarkozy.
Une fois achevé votre carrière diplomatique, vous dirigez un temps l'Académie diplomatique internationale et puis vous rejoignez aujourd'hui, depuis quelque temps déjà, l'Institut Montaigne comme conseiller spécial. Vous y jouez, chacun le sait, un grand rôle pour développer le pôle international. Vous multipliez les notes, remarquez, sur le Proche-Orient, la politique américaine, l'autoritarisme, l'opposition de la France et bien d'autres. Alors, je termine aussi avec les ouvrages que vous avez publiés. Je signale la parution il y a quelques semaines de La France dans le bouleversement du monde. Mais je retiens plus particulièrement ce soir votre livre paru en 2019, toujours aux éditions de l'Observatoire, et intitulé La longue nuit syrienne. Vous y dressez un portrait saisissant de Bachar el-Assad. Vous y interrogez l'impuissance de la diplomatie, ses facteurs, ses leviers, ses impasses. Vous fournissez nombre de clés aux lecteurs pour mieux appréhender ce qui s'est passé, ce qui se passe en Syrie, à Idlib et ailleurs. Voilà, je crois qu'on est très heureux de vous recevoir ce soir. Vous avez eu manifestement des intuitions sur la crise syrienne qui se sont révélées exactes. Et encore un grand merci pour avoir accepté notre invitation. Je vous cède bien volontiers la parole pour une intervention d'une 50aine de minutes et qui laissera, comme d'habitude, un temps d'échange important. Prière simplement aux spectateurs présents de bien vouloir utiliser l'outil questions et réponses sur Zoom pour solliciter notre intervenant. Je vous demande de vous présenter, d'indiquer le sens de votre question et je jouerai le rôle du messager et je relayerai votre propos. Surtout, n'hésitez pas à passer par cet outil et à discuter, à engager la discussion avec l'ambassadeur Michel Duclos et je pense en particulier aux doctorants du Centre Thucydide ou aux étudiants du Master Relations internationales qui sont présents ce soir. Un dernier mot pour saluer Kevan Piram. Merci une fois de plus pour son concours et pour l'organisation à mes côtés de ces rencontres. Voilà, Michel Duclos, c'est à vous. Merci. Merci, professeur, et je suis très heureux d'être parmi vous. Je ne vais pas vous faire une conférence structurée ou un cours magistral, mais plutôt procéder par notation sur un certain nombre de choses que j'ai vues ou sur lesquelles j'ai réfléchi, peut-être autour d'une dualité de thèmes. Ce moment stratégique syrien que j'ai effectivement en quelque sorte théorisé en 2019, puisque pour moi, la crise syrienne a été le catalyseur de la montée des pouvoirs néo-autoritaires. Et en fait, ça a duré jusque 2019-2020, mais il faut reconnaître que la crise du Covid a pas mal renouvelé le décor et d'une certaine façon, nous sommes dans un nouveau moment stratégique qui est beaucoup plus dominé par la rivalité sino-américaine et des rapports de force post-Covid. Et en soi, c'est intéressant de l'observer parce que ça montre à quel point le rythme des événements s'accélère dans cette deuxième décennie du XXIe siècle, où en réalité, on passe d'un moment stratégique à un autre moment stratégique en très peu d'années, quelques mois en fait, alors qu'auparavant, il fallait plusieurs décennies. Et cela ne veut pas dire, bien sûr, qu'entre ces deux moments stratégiques, il n'y a pas des points communs, il y a une forte continuité, mais pour les étudiants, pour les chercheurs que vous êtes, ça ouvre quand même tout un champ de réflexion sur justement ce qui ne change pas, et comment surtout ça s'enchaîne. Et c'est ça qui est le phénomène le plus important sur lequel j'aimerais vous inciter à réfléchir. Alors, passons par le moment stratégique syrien, et d'abord par la dimension purement syrienne. Quand je suis arrivé à Damas en 2006, le régime avait subi un premier choc, puisque la guerre en Irak avait été perçue comme une menace par le régime
ce qui a sans doute beaucoup contribué à sa crispation sur le Liban, et qui a amené très vraisemblablement l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri. Mais aussi, le régime syrien avait réagi à l'invasion américaine en Irak en soutenant très fortement l'insurrection sunnite contre les autorités américaines. Parce que le Bachar avait peur d'être le prochain sur la liste, tout simplement, dans une sorte de théorie des dominos qu'il avait en quelque sorte trop bien intériorisé. Et là, il s'est retrouvé la main dans la main avec les Iraniens qui, pour d'autres raisons, avaient intérêt à chasser les Américains de Bagdad. Et comme vous le savez, entre le régime syrien et le régime iranien, il y a une vieille complicité, puisque le père de Bachar, Fayez al-Assad, avait été le seul dirigeant arabe à soutenir la révolution islamique en Iran. Donc, il y a une parenté géostratégique que l'on voit souvent à la lumière du fait qu'en Syrie, le pouvoir est exercé par une minorité alawite qui est rattachée au chiisme et qui est rattachée de façon assez lointaine, en fait. Et c'est plutôt l'inverse, c'est l'alliance stratégique avec Téhéran qui a amené les chiites à considérer les alaouites comme une branche de la famille religieuse du chiisme. Donc voilà l'impression qu'il y avait en 2006. C'est un régime qui avait été secoué, qui avait fait l'objet d'une action franco-américaine déterminée par le biais des Nations Unies pour essayer d'alléger la tutelle pesante du régime syrien sur le Liban. Et ça n'avait pas été complètement vain, puisque le régime avait été obligé de retirer ses forces armées officielles. Il avait maintenu malheureusement évidemment beaucoup d'agents, et ses services de renseignement étaient tellement présents qu'il y avait une campagne d'assassinat d'un certain nombre de personnalités de la scène politique libanaise. Comme vous l'avez rappelé, les relations politiques entre Paris et Damas avaient été rompues, c'est-à-dire qu'on avait maintenu des ambassadeurs, mais avec mission de ne parler que d'actions culturelles, économiques, administratives, mais sans aucune discussion politique. Et tout contact entre ministres et bien sûr entre les présidents était suspendu ou interrompu. C'est ça que M. Sarkozy a voulu modifier, et il a adopté une ligne consistant à renouer le dialogue, de façon d'ailleurs conditionnelle et progressive. Ce n'est pas du tout, comme on a pu en avoir l'impression, un passage du noir au blanc. Il y a eu quand même des transitions. Et c'est ce qui a amené Bachar al-Assad sur les Champs-Élysées le fameux 14 juillet 2008, ce qui, bien sûr, n'est pas un grand moment de la diplomatie sarkozienne. Il faut le reconnaître. D'ailleurs, je le dis très honnêtement, j'y ai naturellement participé. J'étais en un sens l'architecte de cette visite d'Assad à Paris, même si le fait qu'il ait été sur les Champs-Élysées, ça, c'était la règle commune pour tous les chefs d'État qui étaient invités au sommet pour la Méditerranée. On me pose souvent la question, dans cette période 2006-2008, est-ce qu'il y avait des éléments précurseurs de la révolte qui a commencé ensuite en mars 2011?
Et la réponse est effectivement oui, au moins dans une certaine mesure. Avec mon collègue allemand, à la fin de mon séjour, j'avais rédigé un rapport, comme on fait parfois en franco-allemand, qui exposait tous les facteurs laissant prévoir des troubles profonds. Ces facteurs, c'était notamment un facteur démographique, c'est-à-dire qu'il y avait une démographie comme tous les pays d'ailleurs de cette région qui ont connu les printemps arabes, avec une pyramide des âges très gonflée chez les jeunes gens de moins de 5 ans. Ensuite, une aggravation de la pauvreté qui faisait qu'une grande partie de ces jeunes gens n'avaient pas d'emploi et s'amassaient dans les banlieues informelles des quelques grandes villes. Le phénomène de l'étalage de la corruption a joué un grand rôle. Je dis de l'étalage parce que après avoir été chassé du Liban, le régime de Bachar, donc le fils, a décidé une forme de libéralisation de l'économie, une ouverture des échanges sur l'Occident, mais c'est une libéralisation qui naturellement s'est faite totalement au bénéfice des grands capitalistes du régime qui naturellement étaient proches de la famille régnante. Et c'est souvent d'ailleurs des membres de la famille qui ont bénéficié du boom économique qui a suivi cette libéralisation. Et comme par ailleurs les moyens de communication modernes font que les choses se voient beaucoup plus visiblement qu'auparavant, les malheureux qui s'entassaient dans les banlieues et qui avaient du mal à trouver de quoi manger voyaient sur les écrans de télévision, sur les réseaux, les familles riches qui sillonnaient les villes avec des Maserati, qui avaient des villas somptueuses, qui voyageaient à l'étranger, etc. Et c'est en cela que la combinaison des réseaux de communication moderne et de la corruption et d'un boom économique pour les familles les plus privilégiées a constitué un détonateur important du soulèvement. Et donc, ce que nous prévoyions avec l'ambassadeur allemand, c'était des révoltes, mais là, il faut être honnête, nous pensions que c'était des révoltes de caractère social, sur le modèle de ce qu'avaient été les révoltes de la faim, par exemple en Égypte ou dans d'autres pays. Alors, y avait-il un élément islamiste, les frères musulmans, y avait-il des cellules, y avait-il des caches d'armes, etc. C'est très très peu probable. Les frères musulmans avaient été complètement éradiqués. On voyait très peu de salafistes. Hein. Ça m'est arrivé d'en croiser à Canal, par exemple, la frontière avec l'Irak. Et puis, il y avait, c'est vrai, un bouillonnement islamiste très important dans les mosquées. À partir de la bataille de Hama, où le père de Bachar, en 1983, avait vaincu dans le sang la révolte des frères musulmans, d'orientation sunnite. Je crois que la majorité sunnite du pays en avait conclu que la bataille était perdue, que la révolte contre la minorité alawite était vouée à l'échec. Et c'est à partir de ce moment-là que les mosquées ont commencé à se remplir comme étant le dernier refuge, une forme d'identité ou de liberté surveillée, mais d'espace, en tous les cas, échappant, au moins dans une certaine mesure, au pouvoir. Donc oui, bien sûr, et bien sûr, cette réislamisation de la société syrienne, à partir d'un certain moment, avait rejoint le mouvement général de réislamisation qu'on a connu dans l'ensemble de la région, avec les médias du Golfe,
qui diffusait une certaine propagande, les mœurs qui changeaient. Et mes prédécesseurs, mes collègues, mes collaborateurs avaient pu voir au fil des années ce pays devenir de plus en plus rigide dans sa pratique de l'islam. Mais dans l'analyse que nous faisions, ce n'était pas un facteur fondamental. Le facteur fondamental était surtout économique et social. Et ce qui s'est passé à partir de 2011, c'est que cette révolte que nous avions en partie anticipée s'est produite avec une orientation politique donnée par le printemps arabe. C'est-à-dire que là, ce n'était pas seulement un mouvement social, même si ça l'a été tout à fait au début, mais c'est très rapidement devenu un mouvement politique contre le régime, demandant le départ du régime. Je crois que c'était largement national et qu'on a beaucoup exagéré l'interférence au début des pays du Golfe ou de la Turquie, lesquels, au fond, même s'ils n'aimaient pas Assad, étaient quand même mus par un réflexe conservateur. L'idée que les régimes tombent les uns après les autres n'était pas quelque chose qui était perçu spontanément de manière positive par les Saoudiens ou les Émiratis, même les Qatariens. Ce n'est que lorsque le régime s'est mis à tuer systématiquement beaucoup de sunnites qu'ils se sont retournés contre le système Assad. Mais là, je ne vais pas entrer dans une chronologie détaillée. Je noterai simplement que très vite, le régime a bénéficié d'un appui presque sans limite de l'Iran et de la Russie. J'ai pas mal fréquenté Téhéran ces dernières années et j'ai pu voir que tout à fait au départ, les Iraniens ont pensé, comme d'autres, que c'était peut-être bien parce que c'était les islamistes qui allaient l'emporter. Et puis très vite, le général Soleimani a expliqué au guide suprême, mais attention, parce que notre seule porte d'entrée en Syrie, où nous sommes détestés, c'est la famille Assad. Et si les révoltés fustiles islamistes l'emportent, le régime va sauter et ce sera pour nous la fin de notre point d'entrée dans ce pays. Et donc, les Iraniens ont demandé au Hezbollah très vite de se porter au secours d'Assad et petit à petit, même ils ont eux-mêmes envoyé des cadres, les gardiens de la Révolution ont été présents, etc. Et à partir de ce moment-là, évidemment, les pays du Golfe et d'autres ont soutenu l'opposition armée, puisque très vite, l'échec des manifestations pacifistes civiles ont entraîné un début d'opposition armée. Et là, l'épisode de 2013 est très important parce que le fait que les Américains n'aient pas tenu parole sur les lignes rouges et n'aient pas mis en œuvre leurs promesses de frappe à la suite du recours aux armes chimiques par le régime syrien, a eu un impact déterminant sur la dynamique interne de la révolution, de la révolte, puis sur les équilibres stratégiques régionaux et internationaux. Alors, je m'explique. Au début de l'année 2013, le Hezbollah était apparu dans une bataille, la bataille de Qousseir, où pour la première fois, c'est le Hezbollah qui a été filmé, vu, perçu comme s'engageant massivement et regagnant du terrain sur les positions armées. Et donc,
à partir de ce moment-là où la confessionnalisation du conflit a pris sa vraie dimension. Car les sunnites qui avaient pris les armes, non pas en tant que sunnites, mais en tant qu'opposants à Assad, en ont conclu que oui, vraiment, c'était bien un conflit sunnite-chiite. Et lorsque les Occidentaux, avec la non-intervention américaine, ont donné le signal que finalement ce ne serait pas comme en Libye, alors les mêmes opposants sunnites en ont conclu, mais les islamistes ont raison, c'est bien entre les chiites et nous que ça se passe, et l'Occident n'interviendra pas. Donc, cessons d'espérer, ne croyons pas les groupes armés modérés soutenus par l'Occident, allons directement vers ceux qui sont la vraie âme du combat, ces groupes djihadistes qui affichent clairement la couleur. Et c'est à partir de ce moment-là que Daesh et d'autres centrales terroristes ont connu un essor important. C'est à la fin de 2013 que Daesh s'impose et commence à créer son émirat indépendant entre l'Irak et la Syrie. D'un autre point de vue, le message de la non-intervention américaine était capital parce que ça a été interprété par le régime, bien sûr, comme un permis de tuer. Le régime aussi a compris que les Occidentaux n'interviendraient pas. Et la machine de guerre du régime a été encouragée à poursuivre. Là, il faut bien comprendre que l'opposition armée avait réussi à isoler presque Damas et à s'imposer dans la plupart des villes et les campagnes du pays. À un moment donné, plus des 3/4 du pays étaient aux mains de l'opposition. Mais le régime continuait à bombarder les zones libérées par l'opposition. Donc, à aucun moment, il n'y a eu une Syrie libre en mesure de s'organiser contre le régime. Cette Syrie qui avait été reconquise par l'opposition avait des groupes de coordination, un début de démocratie locale et des choses comme ça, mais ça n'a jamais été très très loin parce que la population dans les villes vivait dans la terreur des bombardements. Et, 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 et le régime a continué à maintenir une pression dans les zones qu'il ne contrôlait plus. Et donc, c'est un paysage en demi-teinte que souvent on a du mal à appréhender. L'autre signal majeur donné par la non-intervention américaine, c'est évidemment la conclusion que les Russes ont tirée de cet épisode. Les Russes, eux aussi, ont compris qu'au fond, les Américains n'étaient pas prêts à se battre beaucoup pour défendre l'opposition. Et que par ailleurs, l'Occident était, vis-à-vis du recours à la force, dans une posture de recul, d'hésitation, de réticence. Et là, j'ouvre peut-être une parenthèse parce que c'était pour moi quelque chose que j'ai vécu à la lumière de mon expérience aux Nations Unies. J'avais été à New York au moment de la guerre en Irak. Et dans la guerre en Irak, le grand enjeu, c'était justement la question du recours à la force. Nous n'étions pas contre le recours à la force, mais nous souhaitions que celui-ci s'exerce de manière légitime. Les néoconservateurs qui influençaient le pouvoir américain, l'administration Bush, croyaient au recours à la force, même quand il n'était pas légitime. C'est ce qui a produit la guerre en Irak. Ensuite, nous avons procédé à un recours à la force légitime en Libye, au nom de la responsabilité de protéger, avec
mandat des Nations Unies, à la différence de ce que avaient fait les Américains en Libye, en Syrie. Mais au fond, l'échec irakien, le désastre en Irak, s'additionnant au caractère très insatisfaisant de l'intervention en Afghanistan, avait commencé à introduire le doute chez les décideurs occidentaux sur l'opportunité, l'utilité du recours à la force, même avec un mandat des Nations Unies. Et la Libye, pour moi, a été à la fois le berceau, mais aussi le tombeau de la responsabilité protégée, et a contribué au discrédit du recours à la force dans les pays occidentaux. Donc, à partir de 2013, les Russes n'ont conclu que sur le recours à la force, les Américains et les Occidentaux en général étaient devenus de plus en plus mous et allaient se détourner de plus en plus de cette formule, ce qui, eux, les encourageait, au contraire, à y avoir recours. Et c'est ce qui s'est passé en 2015, lorsque le régime s'est trouvé à nouveau en grande difficulté avec la chute d'Idlib et du nord de la Syrie, et donc la possibilité de monter des opérations sur la zone alaouite, Latakia, Tartous, que les Iraniens sont allés voir les Russes et ont dit c'est un peu dangereux pour nos amis, vous devriez intervenir. Et donc, Poutine, en septembre 2015, a envoyé d'abord une force aérienne assez faible d'ailleurs, mais qui a systématisé, massifié les bombardements dans les villes détenues par l'opposition, tandis que les Occidentaux, de leur côté, non seulement n'avaient plus tellement l'envie de soutenir l'opposition armée, mais de surcroît concentraient tous leurs efforts sur la lutte contre Daesh. Et donc, n'ayant pas eu recours à la force pour contrer le régime, notamment à l'occasion de la question des armes chimiques, a favorisé la montée de Daesh et a été obligé 2 ans plus tard quand même de recourir à la force, mais dans des conditions difficiles, contre les centrales terroristes. Et puis, la suite de l'enchaînement géopolitique des choses, c'est que la guerre civile syrienne était devenue une guerre régionale, avec l'intervention des Iraniens, des pays du Golfe, puis de la Turquie, bien sûr, et enfin d'Israël, qui est obligé de contrer les Iraniens en Syrie. Israël, évidemment, peur de voir l'Iran se rapprocher en Syrie de ses propres positions, par exemple au Golan. Et à partir de l'intervention russe, cette guerre civile devenue régionale est devenue en quelque sorte une guerre civile globale, globalisée. Et pour moi, c'est ce que j'appelle cette cristallisation de la montée en puissance des pouvoirs autoritaires pour la raison suivante. Sur le plan régional, l'Iran a trouvé là un accomplissement de sa volonté d'impérialisme dans la région. L'Iran a réalisé le rêve de la République islamique d'avoir un accès à la Méditerranée et donc d'avoir cet axe Bagdad, Damas, Beyrouth pour tenir en tenaille Israël. La Turquie, pour des raisons beaucoup plus compliquées et plus vastes, le régime de M. Erdogan, le régime de l'AKP,
a mis beaucoup d'espoir dans les printemps arabes. À un moment donné, il a cru pouvoir l'emporter à Tunis d'abord, puis au Caire, puis à Damas. Et à un moment donné aussi, tout s'est retourné contre lui. Les positions qu'il avait cru avoir acquises se sont effondrées. Et à Damas, c'était d'autant plus choquant ou blessant ou gênant pour l'AKP que par ailleurs, les Kurdes syriens acquéraient une forme d'autonomie, puisque le régime était obligé de ménager les Kurdes syriens, et que dans le conflit contre Daesh, les Occidentaux ont fait le choix, peut-être, de s'allier aux Kurdes syriens, perçus, je crois à juste titre, par les Turcs comme la branche syrienne du PKK, donc de ce mouvement politique kurde attaché à déstabiliser l'État turc par des moyens terroristes. Et je crois que cet ensemble de facteurs ont contribué à radicaliser un régime d'Erdogan qui peut-être était de toute façon voué à devenir de plus en plus islamisant, autoritaire, etc. Bien sûr, c'est très possible. Mais le fait est que les circonstances de l'échec du printemps arabe ont été un facteur très important de la radicalisation, de la dérive du régime turc. S'agissant de la Russie a trouvé en Syrie un moyen non seulement de retrouver des positions qu'il avait perdues au Levant, mais surtout d'acquérir une stature politique très importante dans la région. Et le regard des acteurs régionaux vis-à-vis de la Turquie, de la Russie, a changé. La Russie est apparue comme faisant son grand retour au Proche-Orient au moment même où les Américains entamaient le grand, pas départ, mais désengagement de la région. Là encore, c'est une des ramifications stratégiques du conflit syrien. Et puis enfin, à travers l'affaire de la crise migratoire et des attentats terroristes qui sont une conséquence de Daesh et donc de la Syrie, il y a eu en Europe une montée très importante des populistes. En Pologne, en Hongrie, en Italie, même en Allemagne et en France, l'aggravation de la menace terroriste et la perception d'une crise migratoire ont alimenté, ont fourni un combustible à la montée des populistes. Et je ne dis pas que tous les populistes sont des autoritaires, bien sûr, c'est plus compliqué que ça. Mais parmi eux, il y a quand même de solides candidats à l'autoritarisme. C'est le cas d'Orban en Hongrie, par exemple, qui est d'ailleurs notoirement soutenu par Poutine. Et donc, dans mon esprit, le moment stratégique syrien est celui où les pouvoirs autoritaires qui auraient existé, de toute façon, bien sûr, il ne faut pas se cacher, ont trouvé un adjuvant, une occasion de s'illustrer et une force, un élan très important. Ça a été en quelque sorte l'équivalent pour la Syrie a été l'équivalent pour les forces néo-autoritaires du XXIe siècle, l'équivalent de ce qu'avait été le conflit en Espagne dans les années 30, pour la montée en puissance
des puissances totalitaires. C'était un peu le thème du livre que j'ai écrit, donc, qui s'appelle La longue nuit syrienne. J'ai poursuivi cette réflexion dans un autre livre la même année qui s'appelle Le monde des nouveaux autoritaires, un livre collectif, et qui fait l'analyse de la complicité entre les différentes variétés d'autoritaires et de populistes, etc. Mais est-ce que tout cela est encore vrai aujourd'hui? Alors, j'ouvre la discussion, hein. Je ne voudrais pas prétendre que j'ai les réponses. Peut-être que mes auditeurs sont plus capables que moi de porter des éléments de réponse. Mais il me semble qu'avec le Covid, s'est produit un phénomène que j'ai appelé le virus clarificateur. C'est-à-dire qu'on savait bien entendu que la Chine était devenue très puissante. On savait que la rivalité sino-américaine prenait, à l'époque de Trump, des proportions considérables. On savait aussi que la rivalité était différente de celle de la guerre froide avec l'URSS. Il se déroulait en particulier sur le terrain technologique, économique, imposé en quelque sorte par l'imbrication des économies chinoises depuis occidentale, depuis l'essor de la globalisation. Mais là aussi, avec le Covid, s'est produit une sorte de moment d'accélération et de cristallisation des choses, puisque la pandémie s'est traduite immédiatement par une montée de la tension entre Pékin et Washington, Washington accusant les Chinois ce qui est vrai d'ailleurs, de ne pas avoir joué le jeu de la transparence, allant même parfois plus loin, disant que c'est Pékin qui était coupable d'avoir provoqué cette pandémie. Par ailleurs, très vite, ça a débouché sur une bataille diplomatique sur les masques, puis sur les vaccins. Donc, pas d'esprit de coopération pour traiter le problème. Et puis enfin, il faut bien le dire, les Chinois ont perçu les difficultés dans lesquelles se trouvaient les Occidentaux, puisque eux-mêmes étaient parvenus plus vite à maîtriser la pandémie que ce n'était le cas des Occidentaux. Ils ont vu un nouveau signal de l'affaiblissement de l'Occident, du déclin de l'Occident, de la mollesse de l'Occident d'une certaine façon, et ils ont adopté une attitude beaucoup plus agressive. Agressive dans les modes de communication. C'était les ambassadeurs qui étaient des loups combattants, mais agressif aussi tout simplement en envoyant des troupes sur l'Himalaya, faire le coup de feu avec l'Inde, et puis en mettant la main sur Hong Kong et en décuplant les pressions sur Taïwan. Donc, je crois que dans cette aggravation de la tension entre la Chine et les États-Unis, ou les alliés des États-Unis, il y a un phénomène de poussée de l'agressivité chinoise à l'occasion de la crise pandémique. Dans la vision du moment des nouveaux autoritaires, du moment de montée des nouveaux autoritaires à l'occasion de la crise syrienne, il était important de noter cette forme de complicité qui s'était instaurée entre différentes variétés d'autoritarisme. Il n'y avait pas international des autoritaires, il n'y a pas l'équivalent du Comintern, hein. C'est beaucoup plus flexible et informel. Mais quand même quelque chose s'est noué, et je crois notamment qu'en 2014, lorsque Moscou a mis la main sur la Crimée, quelque chose a été rompu
entre la Russie et l'Ouest, et la Russie s'est beaucoup plus tournée vers la Chine. Et c'est à partir de 2014 que l'alliance de facto, puisque les Russes et les Chinois indiquent clairement que ce n'est pas une alliance formelle, mais l'alliance de facto s'est renforcée. Et je pense que dans l'espèce d'essor de la guerre froide à laquelle on assiste depuis la pandémie, cette alliance trouve tout son sens et des nouveaux facteurs de renforcement. Peut-être que l'une des conséquences du Covid a été l'élection de Biden, puisque Trump était assez bien parti, si vous vous souvenez, avant l'apparition du coronavirus. La façon dont il a réagi a beaucoup contribué à son échec électoral. Et pour moi, évidemment, le fait que l'administration américaine ait changé de couleur, c'est quand même un phénomène stratégique relativement important. Et Biden a repris à son compte le mandat ou l'entreprise anti-chinoise de Trump, d'une certaine façon, ce qu'avait déjà commencé Obama, mais il le fait de manière beaucoup plus systématique, avec beaucoup plus. Il passe aux actes là où chez Obama c'était surtout conceptuel et où chez Trump c'était surtout rhétorique. Et c'est ce qui donne l'affaire des sous-marins australiens, qui est un événement assez important parce que les Américains ont brisé le tabou du transfert de la propulsion nucléaire à d'autres acteurs. Ils mettent un cran supplémentaire dans la course aux armements en Indo-Pacifique. Il ne fait pas de doute que l'affaire AUKUS sera suivie d'autres pactes de défense du même genre, sans doute avec le Japon, la Corée du Sud. Avec l'Inde, ça va être différent parce que les Indiens n'auront jamais trop se lier aux États-Unis, mais ils vont être aussi encouragés. Et petit à petit, ce qu'on appelle le Quad Indo-Pacifique, le quadrilatère Inde, Japon, Australie, États-Unis, prend de l'ampleur et devient en fait le pôle structurant de la nouvelle guerre froide face à la Chine. Pour nous, Européens, ça pose un problème de positionnement stratégique très important. Alors, je vais pas prolonger outre mesure cette conversation pour vous laisser la parole, mais pour conclure, évidemment, c'est intéressant de voir le lien qu'on peut faire entre les deux épisodes que j'ai essayé d'évoquer, l'épisode syrien, l'épisode Covid, et la montée en puissance des niveaux autoritaires d'un côté, la précipitation de la rivalité sino-américaine, donc de la nouvelle guerre froide, de l'autre. Est-ce que la seconde n'aurait pas été possible sans la première? Est-ce que la première contribue à orienter dans quelle mesure la seconde? Voilà le genre de choses sur lesquelles je crois il est important de réfléchir dans les prochaines semaines. J'espère que je ne vous ai pas lâché trop en parlant. Non, non, je vous en prie, Monsieur l'ambassadeur, merci infiniment pour cette intervention particulièrement éclairée et structurante sur la lecture de la situation en Syrie, sur ces différents moments forts. Le moment à proprement parler stratégique syrien, avec d'abord cette inquiétude des autorités, du pouvoir sur l'environnement immédiat à la suite de l'intervention en Irak, cette alliance objective avec le régime iranien, en parallèle des premiers facteurs de troubles internes que vous avez identifiés, puis la réislamisation
de la société syrienne, et puis ce début de révolte sociale et politique en régime, avec d'un côté l'implication croisée et rapide de l'Iran et des monarchies du Golfe, et puis de l'autre, je suis certain qu'on y reviendra, la non-intervention des Américains et des Occidentaux, avec ses conséquences en interne et peut-être son signal pour les concurrents systémiques. Tout ça dans un enchaînement géopolitique des événements, guerre civile, guerre régionale, vous l'avez souligné, cristallisation des puissances autoritaires, l'accomplissement iranien, la radicalisation de la Turquie, la réémergence statutaire de la Russie, la montée des populistes en Europe, et puis jusqu'à ce nouveau moment. Est-ce aussi le signe d'un désengagement ici? Est-ce que, là je vais plus loin certainement que vos propos, l'Occident prend conscience de son recul et se reconcentre certainement sur l'autre espace, l'Indo-Pacifique, et cette montée à la suite du virus, des tensions sino-américaines et cette structuration de la guerre froide? Voilà, tout ça est particulièrement stimulant et provoque toute une série de réflexions et de questions. On en accueille déjà quelques-unes, mais peut-être privilège de la présidence. J'en ai deux pour ma part et je vous les livre, mais j'en appelle encore une fois aux spectateurs. N'hésitez pas à utiliser l'outil questions et réponses pour solliciter Michel Duclos. Moi j'ai deux questions peut-être avant tout sur le moment syrien. On verra plus tard pour le moment virus et le moment nouvelle guerre froide. Sur le volet militaire et ensuite sur le volet diplomatique. Peut-être sur le non-volet militaire et le fameux épisode de 2013. Est-ce que vraiment on est ici sur un moment de rupture? Est-ce que l'intervention américaine, française, britannique, probablement hors cadre de l'OTAN ou alors avec une application de l'OTAN pas évidente, aurait été un game changer en quelque sorte? Parce que de quelle intervention en réalité il aurait pu s'agir? On aurait été hors cadre onusien, clairement. Donc le parallèle avec la Libye a vite ses limites. Donc la difficulté ici de trouver des bases de légitimité. On était aussi dans un contexte où l'intervention en Irak, en Afghanistan et le préalable libyen pèsent lourd en réalité, tant chez les dirigeants que dans les opinions publiques. Quand on regarde, certes c'est beaucoup plus tard, mais ce qu'on donnait 5 ans après, l'opération Hamilton par exemple. Bon, est-ce qu'on aurait pu aller au-delà de l'opération Hamilton en 2018, c'est-à-dire quelques bombardements sur des installations syriennes, mais en réalité en déconfliction avec la Russie, sans que ça ait un impact structurant sur le conflit. Voilà, alors je me fais volontairement peut-être, je force volontairement le trait, mais moi je voudrais de nouveau vous entendre là-dessus, sur ce moment raté finalement en 2013. Et c'est toujours du contrefactuel, c'est pas évident, mais est-ce qu'on ne reconstruit pas ce qui aurait été possible à ce moment-là? Et puis ma deuxième question, si vous le permettez, sur le volet plus diplomatique. Bon, recul de l'Occident ou abandon de l'Occident, je ne sais pas. Quid de l'ONU? Est-ce que vraiment les différents cycles de négociations menés à Genève relevaient systématiquement de la pure comédie, que ça se jouait à Astana, ça se jouait à Sochi? Néanmoins, est-ce que selon vous, on a raté quelque chose quand même là-bas? Je ne sais pas, question de personnes, question d'instruments, question d'outils, au regard, au-delà du fond. Voilà, pour ces deux perspectives sur lesquelles je souhaitais avoir votre réaction, le temps de recueillir d'autres questions. C'est des très bonnes questions, assez difficiles, puisque, comme vous l'avez dit, le contrefactuel ne peut pas être pris en compte dans un raisonnement de type universitaire, en tous les cas. Et puis, par ailleurs, je commence par l'affaire du moment raté du recours à la force. Il faut bien dire que les avis sont divergents. L'ambassadeur qui était mon chef de poste à New York, Jean-Marc Lassabière, a écrit des livres sur le Conseil de sécurité, etc. C'est un grand spécialiste des Nations Unies. Et lui, il pense, avec d'autres, voilà, nous n'avions pas de mandat et donc il eût été contraire au droit international d'intervenir. Et par ailleurs, comme vous le suggériez, qu'est-ce que ça aurait donné de plus? On n'allait pas annihiler le régime, il fallait simplement, on aurait démoli quelques bâtiments ou quelques aéroports, ça n'aurait pas
tellement changé les choses. Je dois dire que ma thèse est différente et je l'assume. Je considère d'abord que sur la légitimité, il y avait quand même la question de la règle de non-usage d'une arme de destruction massive qui est l'arme chimique. Je crois que si on ne faisait pas respecter ce tabou, on ouvrait une boîte de Pandore très grave. Et que rien que cela, ça permettait de justifier l'usage de la force, même sans mandat du Conseil de sécurité. J'avais effectivement un peu d'imagination juridique, mais je pense que c'était honnêtement plaidable. Sur l'efficacité militaire, là, j'ai un peu le point de vue d'un régional de l'État. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre le mode de communication des acteurs locaux. D'une certaine façon, le pire drame du conflit syrien, c'est qu'on n'a pas le mode d'emploi de la communication avec ces acteurs locaux. À cette époque-là, le régime, encore une fois, était encerclé. Damas, il faut bien voir, était menacé de toutes parts. Dans les banlieues de Damas, étaient tenues par un groupe islamiste. Tout le sud du pays était aux mains d'un front de groupes modérés et d'islamistes. Daesh était à Palmyre. Et je connaissais un leader important de l'opposition qui était resté en contact avec les généraux alaouites autour d'Assad. Parce que tout ce petit monde se connaissait, bien sûr. L'élite syrienne n'est pas très nombreuse. Donc, ils continuaient à se téléphoner. Et les généraux alaouites disaient, bon, on a bien compris, il faudra qu'un jour on trouve un compromis. Là. Le jeune boss nous emmène dans le mur. Mais pas maintenant. Et alors, mon ami disait, mais si, là, c'est le moment que jamais de trouver un compromis, parce que là, vous allez voir ce que vous allez voir. Et le général alaouite disait, bah oui, mais tant que Obama soutient Assad, nous, on ne bougera pas. Et cet ami disait, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Obama a dit tous les 8 jours, Assad must go. C'est ça la ligne des Américains. Les Alaouites répondaient, attends, il n'a pas tiré un seul coup de fusil contre nous. Donc, quand il dit Assad doit partir, on sait bien que c'est hypocrite, c'est pour amuser la galerie, c'est pour son opinion publique. Mais fondamentalement, il est toujours du côté d'Assad. Il faut bien comprendre que c'est comme ça que les gens raisonnaient. Et ils continuent sans doute à raisonner d'ailleurs. Et donc, pour moi, taper en 2013, c'était presque trop tard. Mais c'était encore le moment où il pouvait y avoir à l'intérieur du régime un débat. Et si on tapait suffisamment fort, on montrait que oui, le recours à la force n'était pas une option complètement exclue. Et là, je pense que ça pouvait encore avoir un effet, non pas que ça allait chasser Assad du jour au lendemain, mais ça pouvait conduire des éléments du régime à dire à Assad, bon, peut-être qu'il est temps quand même de discuter. Ne pas oublier qu'en 2012, il y avait eu la fameuse explosion de la cellule de crise dont on pense maintenant qu'elle avait été fabriquée par le régime lui-même, parce que dans ces cellules de crise, il y avait des gens comme le beau-frère d'Assad qui avaient commencé à prendre langue avec les services des pays arabes, justement pour chercher une porte de sortie. Et donc, cette tentation
a existé à l'intérieur du régime. Il faut bien voir aussi que l'une des raisons pour lesquelles Assad s'est précipité dans une action féroce, limiter son père, mais aussi il provoquait suffisamment de bains de sang pour que justement tout le monde soit lié par la culpabilité commune et qu'il soit devenu impossible de négocier avec les gens d'en face. Et donc c'est cette mentalité-là qu'il aurait fallu prendre en compte. En 2013, il y a une chance de convaincre une partie de l'establishment syrien qu'on était vraiment sérieux et donc qu'il fallait négocier. Je suis pas, encore une fois, on est dans le contrefactuel, hein, je ne suis pas là à vous dire que c'était une certitude, mais il y avait une possibilité. Lorsque finalement on s'est décidé à réagir, comme on avait dit, l'opération Hamilton, on l'a fait de façon tellement chirurgicale que justement le message qui a été reçu, c'est que pour rien au monde, les Occidentaux allaient s'en prendre au régime. Et là, je me suis trouvé à ce moment-là avec les Syriens, je me suis trouvé aussi en Israël, assez amusant. La réaction des acteurs locaux, c'est ça montre bien qu'ils sauvent la face, mais qu'ils ne veulent pas déstabiliser le régime. C'était ça le message qui a été reçu. Donc voilà les éléments de la réponse que je peux apporter à votre première question. Je dois dire que Jean-Marie Guénaud, justement, qui est un grand légaliste et un grand serviteur des Nations Unies, je lui avais parlé à peu près à cette période. Je lui ai expliqué ma thèse sur la légitimisation possible. Il m'avait dit, oui, peut-être qu'il fallait être en infraction de la loi internationale pour pouvoir défendre une partie importante de la loi internationale. Et c'était effectivement, à son avis, plaidable. Votre deuxième question sur les Nations Unies, alors là aussi, permettez-moi de parler en tant que coopérateur, si vous voulez, quelqu'un qui a pratiqué les arcanes des Nations Unies. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'attitude russe en 2011 et 2012. Parce que tout au début, si vous vous souvenez, la Ligue arabe était contre le régime. Il y a eu un émissaire, qui était personne d'autre que Kofi Annan, qui était l'émissaire commun de la Ligue arabe et des Nations unies. Et il y a eu un envoi d'observateurs. Les premières résolutions qui ont été soumises au Conseil de sécurité l'ont été dans cet esprit d'exigence du respect de la médiation des Nations unies et de la Ligue arabe. Et dès ce moment-là, les Russes ont été contre. Et c'est très important parce que dans la théologie holysienne russe, on suivait systématiquement l'avis des organisations régionales. À tel point que dans l'affaire libyenne, c'est ce qui avait emporté la décision du Kremlin de ne pas s'y opposer. C'est que à la fois la Ligue arabe et surtout l'Union africaine étaient favorables à l'intervention. Donc les Russes ont jugé qu'il ne fallait pas s'opposer. Dans le cas syrien, malgré l'avis de la Ligue arabe, ils ont jugé qu'il était nécessaire de soutenir le régime Assad. Et donc, depuis le point de départ, il y avait une opposition systématique russe à un rôle de l'ONU dès que ce rôle allait à l'encontre des intérêts du régime. Comme vous le savez, ils ont mis leur veto à 2 ou 3 résolutions et j'avais moi-même enquêté, non seulement auprès de nos ambassadeurs, mais auprès de Turquie lui-même, qui m'ont raconté que, comme ça se fait aux Nations Unies, les résolutions sont pre-cooked en P5. Et donc, on avait été très loin pour tenir compte des objections russes. Et à 2 ou 3 reprises, on était arrivé à des textes qui étaient acceptables pour les Russes, dans lesquels on avait mis
beaucoup d'eau dans notre vin. Et comme on fait dans ces cas-là, vous savez, ça se discute dans la salle de consultation à côté de la grande salle du Conseil de sécurité. Et avant de passer au vote, la veille, on envoie les textes dans les capitales pour vérifier qu'il y a bien d'accord. Et c'est le lendemain matin que la réponse de Moscou était non, mettez votre veto. Donc c'est clairement un choix stratégique de Poutine d'empêcher que le Conseil de sécurité agisse. Et dans ces conditions, le rôle du représentant spécial des Nations Unies était voué à l'échec. Et j'ai vu moi-même les différents représentants spéciaux s'agiter dans le vide, inventer des trucs pour continuer à faire mine que le processus continuait. Mais les Russes n'ont jamais souhaité tordre le bras du régime syrien. Et comme le régime syrien, pratiquant là aussi le textbook du père Assad, c'est assez fascinant à cet égard, le régime syrien a toujours gagné, a toujours considéré que seule la force l'emporterait. Et à fur et à mesure que son axiome lui permettait de regagner du terrain, il voyait de moins en moins de raisons de négocier, bien sûr. Et quand il a fini par consentir à cette histoire de conseil constitutionnel, de comité constitutionnel, c'était dans des conditions où tout le jeu était pipé en sa faveur. Et même ça, il continue à bloquer. C'est ce qui est assez impressionnant quand on y pense. Et je pense donc que toute médiation des Nations Unies était une illusion et continue à être une illusion compte tenu de l'attitude du régime et compte tenu du choix stratégique qu'ont fait les Russes. Ce Merci. qui est plus préoccupant, c'est que les agences des Nations Unies ne se sont pas honorées parce que pour pouvoir continuer à faire leur job sur place et à exister, elles ont été très loin dans les compromissions avec les autorités. Pardon, j'ai été trop long, je vous redis maintenant. Non, non, je vous en prie, un grand merci pour ces éléments, mais ce sont des propos qui suscitent de nombreuses réactions et malheureusement, le temps file. On a deux séries de questions, même si j'aimerais rebondir sur vos propos sur le volet militaire et puis sur ces éléments très intéressants sur la négociation politique. Mais on a deux séries de questions. D'abord, une première série sur le moment syrien et la situation vue de près, en quelque sorte, et puis une deuxième, plutôt sur la deuxième partie de votre propos, le monde post-virus, la situation vue de loin dans le contexte géostratégique actuel. Alors peut-être on peut les prendre dans l'ordre. Si on s'intéresse au moment syrien, il y a une première question de Régis Degout, alors qu'on ne présente plus, mais avocat général honoraire à la Cour de cassation et qui connaît bien ces questions, et qui vous demande, après vous avoir remercié pour vos propos, si, je cite, face à l'extrême complexité diplomatique de la crise de la Syrie, avez-vous toujours reçu des instructions précises de Paris au moment où vous étiez en poste, ou avez-vous disposé d'une certaine marge d'appréciation de la situation? Voilà pour cette première question. J'en glisse une autre d'Alexandra Novoselov, ma collègue et amie, sur un moment postérieur. Comment est-ce que la crise syrienne va-t-elle évoluer et surtout, quelles pourraient être les marges de manœuvre de l'envoyé spécial de l'ONU pour être un peu plus visible et efficace? Est-ce qu'il n'est pas voué à être seul, tellement seul? Voilà, pour ces deux premières questions sur la Syrie. Alors, moi, j'étais en poste de 2006 à 2009. Donc, c'était avant la crise proprement dite. J'ai eu des instructions précises de Chirac, oui, hein, parce que Chirac lisait les télégrammes, les commentait, etc., presque au jour le jour, si vous voulez. Par exemple, il faisait régulièrement des déclarations disant pire que pendre du régime. Bon, j'étais convoqué par le ministre des Affaires étrangères, je rendais compte, et Chirac m'a envoyé des messages pour disant mais dites-leur bien que je ne vais pas changer. Enfin,
voilà, il y avait une sorte de suivi très, 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 très précis. Ensuite, avec Sarkozy, c'était différent, mais Sarkozy avait des intuitions, il savait où il voulait aller, mais il faisait ce qu'on lui suggérait, quoi, ce que la cellule diplomatique lui suggérait, et la cellule diplomatique me consultait beaucoup. Donc, je n'ai jamais eu l'impression d'être court-circuité. J'ai moi-même conseillé à un moment donné d'envoyer des émissaires, parce que c'est comme ça qu'on fait dans la région. Et ça a été les premiers déplacements de clients. Et là, c'est moi qui prenais les rendez-vous, j'assistais aux entretiens, je faisais des comptes rendus. C'est pas du tout le côté sauvage, romanesque qu'on voit dans les articles de journaux. C'était très contrôlé et très organisé. Et à chaque étape, on décidait qu'est-ce qu'on fait, etc. Et le rôle de l'ambassadeur est toujours important dans la mécanique, dans la mise en œuvre. Par exemple, à partir du mois de mai 2008, il y a eu l'accord de Doha, donc les affaires libanaises sont entre guillemets réglées. Et c'est là qu'on a décidé d'inviter Assad au sommet sur la Méditerranée. Mais dans les modalités de, de venue d'Assad, la façon, les conditions posées, les thèmes de l'entretien, etc., c'est l'ambassadeur qui négocie. C'est l'ambassadeur qui met au point le texte final qui a été agréé entre les chefs d'État. Donc, si vous voulez, j'ai toujours eu l'impression, sous Sarkozy, que la machine marchait bien, finalement, contrairement à ce qu'on croit souvent. Bon, il est vrai que Guéant avait une capacité de créativité, parfois en dehors des services, mais on finissait toujours quand même par être sur la balle. Et, et je pense qu'il y a pu y avoir des erreurs de fait, hein, bien sûr, mais c'était assez bien organisé. Euh, Oui, sur les marges de manœuvre de sur, l'envoyé spécial. sur la question d'Alexandra, elle connaît encore mieux que moi la machine onusienne. Quand vous êtes représentant spécial du secrétaire général dans un pays en crise, il y a deux, trois pays qui pèsent plus que d'autres. En général, des membres permanents. Si vous étiez envoyé spécial au Libéria, vous savez que c'était les Américains. Si vous étiez envoyé spécial en Côte d'Ivoire, vous saviez que c'était les Français. Et donc, si vous vouliez avancer, il fallait vous entendre avec le parrain du pays. Et puis après, évidemment, chercher à concilier les autres membres permanents. Mais vous vous tourniez d'abord vers le parrain. Et si, par exemple, la Côte d'Ivoire, c'était français, mais les Français eux-mêmes comprenaient bien qu'il fallait euh, convaincre les Américains, déjouer leurs objections, convaincre les Russes. Les Anglais, en général, c'était plus facile, on était spontanément plus d'accord. Et les Chinois, à cette époque-là, étaient plus indifférents. Mais voilà comment ça se passe. Dans le cas syrien, il va de soi que les clés sont à Moscou. Donc le représentant spécial a tendance à se tourner vers Moscou. À certaines périodes, les Américains ont été présents et cherchaient à avoir une influence. Les Européens aussi, mais comme ils n'avaient aucun levier sur la région, du point de vue du représentant spécial, ça ne comptait pas. Donc ils venaient à Paris, mais ils venaient à Paris pour dire il faudrait que vous convainquiez les Russes ou que vous convainquiez les Américains de ceci ou de cela. Et pour moi, il y a eu une dérive, pour dire la vérité. Stéphane de Mistura a accepté des choses qui avaient été concoctées à Sochi ou par le groupe d'Astana, qui n'étaient pas conformes à la mission des Nations Unies. Il penchait d'un côté. Et vous savez, il y a aussi les hommes, les apparatchiks qui servent les Nations Unies sont comme tous les apparatchiks.
ils ont une propension à mieux comprendre les régimes en place que les révoltés. Lakhdar Brahimi était fascinant parce que lui-même était un homme du FLN. Il avait sa formation initiale était dans le FLN. Et par la suite, il avait été ministre, il avait été représentant spécial, il avait eu des missions importantes. Et ces révoltés, il avait la même attitude qu'Obama. C'était des, des, des fermiers, des professeurs. Ça ne lui parlait pas, quoi. Et ça, c'est très important. Et il m'a dit quelque chose, je dois dire, qui mériterait d'être médité. Il m'a dit, j'ai eu un regret, c'est qu'on n'est pas installé à Damas une mission onusienne suffisamment importante pour pouvoir avoir des contacts avec l'ensemble du système, et pas seulement avec Assad et ses ministres. Et ça, c'est peut-être devenir une leçon à retenir dans les débuts de la crise, en tous les cas, au moment où, comme je l'ai dit, il y avait encore une marge de jeu à l'intérieur du régime, les Nations Unies n'avaient pas les moyens physiques de faire ce que fait une ambassade en temps normal. D'accord. Merci beaucoup pour ces réactions, une fois encore très, très riches. On peut prendre maintenant trois questions d'étudiants dans le master Relations internationales de Sorbonne Université et de Panthéon-Assas. Alors d'abord, qui tous les trois s'interrogent sur les dimensions actuelles du conflit et de la situation en Syrie. Paul Cizet, d'abord, qui s'interroge sur les marges de manœuvre aujourd'hui de la Syrie au Liban, au regard de certains incidents récents survenus entre les chrétiens des forces libanaises et le Hezbollah. Quel est encore aujourd'hui le rôle de la Syrie dans un Liban peut-être plus fracturé que jamais? Laura Excofond, notre étudiante du Master RI, donc on change de zone, mais toujours sur les dimensions, elle s'interroge sur la coopération possible aujourd'hui avec les Kurdes de Syrie et cette disqualification terroriste, tout en devant discuter et négocier avec eux, au-delà de la question des enfants français retenus ou détenus sur place, mais sur le jeu diplomatique aussi actuel. Et puis enfin, une troisième question de Sacha Eremina, qui, elle, se demande un peu en négatif à vos propos, si finalement, au regard des circonstances de la crise en Syrie, cela n'a pas offert à la France un rapprochement avec la Russie, en particulier depuis 2018, où, selon elle, les présidents français et russes se sont accordés sur une première mise en œuvre d'un plan d'action commune en Syrie. Et donc, je reprends ces propos, cette crise, cette guerre, n'a-t-elle pas été un facteur de facto de rapprochement in fine franco-russe? Voilà, pour ces trois éléments un peu disparates, mais je voulais à chacun me faire le relais de leurs propos. C'est très important, c'est des questions très judicieuses. Et sur le Liban, je crois que la Syrie effectue un grand retour au Liban. Et donc, on a vu depuis quelques mois les services syriens réapparaître, des hommes politiques pro-syriens qui avaient été mis au placard, qui ressurgissent, etc. Les limites, c'est que l'effondrement économique libanais est tel que ça a des répercussions terribles sur la Syrie. C'est un facteur d'aggravation considérable du désastre économique en Syrie. Et puis, par ailleurs, au Liban, c'est quand même maintenant les Iraniens qui donnent le là à travers le Hezbollah. Donc, il faut surveiller de très près où sont les rapports entre le régime syrien et le Hezbollah. J'avoue que là, depuis Paris, je n'ai pas les moyens d'évaluer. C'est très compliqué. Ça ne se passe pas évidemment sur la place publique. Et donc, je ne serais pas en mesure de... Mais voilà ce qu'on peut dire sur la Syrie au Liban. Alors, sur les Kurdes syriens ou sur les forces démocratiques syriennes qui
la coalition qu'ils ont constituée avec les Arabes nord-est et qu'ils dominent entièrement, là aussi, les avis sont très partagés. Et là, moi, je ne suis pas un arabiste de généalogie, puisque j'ai fait beaucoup d'autres choses dans ma carrière, mais je le suis devenu par assimilation, si vous voulez, et j'ai le réflexe des gens qui sont vraiment les spécialistes du monde arabe, c'est que si vous vous alliez aux Kurdes, vous prenez le risque de vous mettre à dos les autres, les Arabes, les Sunnites, ça, et là, en l'occurrence, les Turcs. Donc, moi, à la mesure où j'étais déjà retraité, mais on continue à me demander mon avis, j'étais très réticent à l'alliance que nos militaires et nos services renseignement étaient en train de monter avec les Kurdes. Et je voyais bien l'effet que ça provoquerait sur les Turcs. Je ne suis pas spécialiste de la Turquie, mais quand j'étais au ministère de la Défense, de l'Intérieur, j'ai négocié un accord sur l'antiterrorisme avec les Turcs et j'ai évidemment compris que pour eux, il y avait que ça qui comptait, si vous voulez, le PKK. Et donc là, on prenait un risque considérable et on vit toujours avec les conséquences de ce choix. Alors, soyons, pour les étudiants, hein, soyons honnêtes, en face de ça, les diplomates, les militaires, américains, français et autres disaient oui, mais les Turcs n'ont aucune alternative. Et les groupes armés sunnites ont connu de temps en temps des batailles honorables, voire des victoires, mais malgré tout, ces groupes armés sunnites n'ont pas la valeur, la capacité, la détermination des Kurdes. Et les Turcs, on entend dire, mais nous allons vous fournir des troupes, des solutions, etc. Et ce n'est jamais venu. Donc, si nos dirigeants ont fait le choix de l'alliance avec les Kurdes, c'est qu'il y avait quand même des raisons objectives assez fortes. Mais il est vrai qu'à partir de là, ça a rendu les choses empoisonnées, littéralement, dans cette zone de la Syrie et dans nos relations avec la Turquie. Alors, j'ai moi-même longtemps plaidé pour dire, bon, nous avons aidé les Kurdes, mais il faut utiliser notre levier pour obtenir d'eux un certain nombre de gestes pour qu'ils deviennent acceptables par la Turquie. Et inversement, qu'à partir de cette base, on puisse dire aux Turcs, on a bien compris vos préoccupations, on a calmé vos adversaires, donc de votre côté, faites des gestes. Et à la fin des fins, on devrait pouvoir aboutir en Syrie à l'équivalent de ce qu'est le Kurdistan en Irak. Un système qui est non seulement toléré, mais accepté par la Turquie, même s'il y a évidemment des accrochages et des incidents. Et le fait est que ce scénario-là ne s'est pas produit et que actuellement le message des dirigeants américains, c'est plutôt de dire aux Kurdes qu'il faut trouver un accord avec le régime de Damas ou avec la Russie, ce qui est quand même pour nous le pire des scénarios. Voilà ce que je pouvais dire sur la question kurde syrienne. Vous l'avez compris, je ne suis pas un admirateur inconditionnel des Kurdes, comme souvent on l'est dans nos pays, parce que je crois que c'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus compliqué que les images des belles femmes kurdes en uniforme. Mais cependant, je dois dire que je suis quand même inquiet pour le sort des Kurdes en Syrie, parce qu'ils finiront par être lâchés par les Américains. Et quand même, je crains que s'il y a un accord entre les Iraniens, les, les gens de Damas et les Turcs, c'est bien pour leur faire un sort, c'est bien pour liquider toute opposition kurde. Ça me préoccupe, je le dis en toute sincérité.
troisièmement, la France et la Russie. Alors, moi, je ne crois absolument pas qu'il y ait eu le moindre accord franco-russe. Je crois que c'est même exactement l'inverse. Le président Macron a pensé qu'il fallait que la France rentre dans le jeu, comme on dit. C'est une expression que je n'aime pas beaucoup d'ailleurs, hein, parce que ça veut dire qu'on est prêt à n'importe quoi pour avoir un strapontin, c'est pas très honorable. Mais bon, la préoccupation de réintroduire la France dans une position plus influente, c'est légitime, bien sûr. Et il en a tiré la conclusion logique que ça passait par Moscou. Et à partir de là, il a cru qu'on pouvait, avec les Russes, trouver des terrains d'entente. Ça n'a jamais été le cas. Les Russes ont toujours considéré que la France, n'ayant pas de levier en Syrie, n'était pas un acteur digne d'intérêt. Il y a eu une ou deux occasions où c'était moins net que ça, notamment la rencontre d'Istanbul avec le président Erdogan et Mme Merkel, M. Poutine et M. Macron, où là, il y a eu un semblant d'avancée, mais quand même très, 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 très limité. Et on a fait une fois une opération dite humanitaire commune avec la Russie, où je l'ai écrit à l'époque, c'est déshonoré, puisqu'on a apporté dans les fourgons de l'armée rouge une aide minime à des gens qui avaient été bombardés par l'armée rouge, par l'armée russe. Donc je crois que aussi longtemps qu'on n'a pas de vraie capacité sur le terrain ou de capacité de nuisance, les Russes ne tiendront pas compte de nos propositions ou de nos réserves. Ce qui s'est passé quand même sur le sauvetage du dernier point de passage humanitaire dans le nord-est syrien, il faut qu'on supplie les Russes de laisser la communauté internationale faire du cross-border pour empêcher les gens de mourir de faim. Et c'est quand même, les Russes sont d'un cynisme sans commune mesure et honnêtement, n'ont aucune considération pour les Français dans cette affaire. Merci beaucoup. Alors, on arrive un peu au terme de cette séquence, mais je voudrais quand même qu'on prenne une question peut-être pour faire la synthèse et puis pour glisser sur la situation syrienne au regard du monde d'après, post-Covid. Et c'est celle d'un autre étudiant, Tanguy Le Guével. Je le cite, « Merci pour votre exposé. Sur le dossier syrien, qu'a changé la crise du Covid? Assiste-t-on à une décrispation des tensions sur la question syrienne du fait de l'importance stratégique que prend l'Indo-Pacifique? Cela ouvre-t-il la porte à une acceptation, au moins tacite, de la victoire du régime par les Occidentaux? » Eh bien, je ne le dirais pas de manière aussi catégorique, mais c'est clair qu'à partir du moment où pour Biden, la priorité, c'est l'Indo-Pacifique, il a cherché, c'était le sens de la rencontre de Genève, à trouver des accommodements avec la Russie pour essayer à la fois d'éloigner la Russie de Pékin. Alors, ça, c'est une œuvre à très long terme, bien sûr, mais aussi, surtout, je crois, et c'est l'impression que j'ai eue en discutant avec des Américains, de neutraliser la capacité de nuisance de la Russie. On n'attend pas des Russes qui cessent d'être les alliés de la Chine, mais s'ils pouvaient éviter de continuer à créer des problèmes de leur côté, dans leur propre zone, ce serait toujours ça de gagner. Et évidemment, la Syrie, c'est un point d'application tout trouvé. Et je pense que les Américains sont disposés à ne pas faire obstacle au mouvement de normalisation avec le régime, dans l'espoir que les Russes, de leur côté, renverront un peu l'ascenseur, peut-être en limitant l'influence iranienne, par exemple, ou tout simplement en prenant en charge la stabilité ou le sauvetage humanitaire du pays, de façon tout simplement à ce que les Américains n'aient pas à s'en occuper. C'est aussi simple que ça. Et donc, pour répondre à cet étudiant, je crois que ce qu'il dit
correspond effectivement à la direction qui se prend pour l'instant en Syrie dans le moment post-Covid. Très bien, mais c'est sur ces perspectives que nous allons clore cet échange. Merci encore, hein, Monsieur l'ambassadeur, pour la qualité et la franchise de vos propos. Merci pour votre disponibilité. Merci à tous les spectateurs pour leur présence et leur réactivité. Je vous donne simplement rendez-vous pour notre prochaine session de notre cycle de conférences Paroles de diplomate. Ce sera le 7 février prochain avec Madame l'ambassadeur Claude France Arnoux et nous discuterons de l'espace et du renouvellement des enjeux dans l'espace extra-atmosphérique. Voilà. Merci Michel Duclos. À très bientôt. Bonne soirée à tous et au plaisir. Au revoir. Merci, au revoir.